nous y voilà. Ça fait longtemps qu'on en parle de cette vidéo. Bienvenue à tous. Le concept continue, suivant ton impulsion. Et effectivement, toutes les opportunités que nous avons. Vous voyez, l'installation a demandé un peu plus de temps. On a changé un petit peu nos habitudes. On n'est plus sur une table cette fois. Pour une approche très détente et surtout très orientale, très asiatique. Puisque nous allons parler cette fois de thé coréen. Comme promis. Donc on quitte bien sûr le terroir japonais pour quelque chose de très différent, non sans influence, on va le voir, mais on va voir que c'est tout un autre monde, c'est ça l'intérêt. Alors, quelle est tout d'abord, Margot, ta vision des thés coréens pour l'instant? Qu'est-ce que tu en as vu? Déjà, j'ignorais, j'avais jamais entendu parler auparavant de thé coréen pour ma part. Donc j'ai envie de dire qu'on n'en parle pas beaucoup. Et que ça vaut le détour. Exactement, ouais, t'as pu en goûter du coup dans une de nos dernières vidéos, je vous invite à la voir si vous l'aviez raté sur le thé ciné. Voilà, premier thé ciné, premier épisode, sur le film Je suis là, où nous avions dégusté un thé coréen de la Maison Bonté, qu'on avait fait torréfier. Là, on est sur une sélection à Maison Unique, la maison Artefact à Paris. Ce sont vraiment des gens passionnés, un très bel endroit avec des produits exceptionnels. Et en fait, ils ont visité l'année dernière des plantations coréennes. Donc, ils sont allés en Corée sourcer des thés très spécifiques. Et vous allez voir que dans notre sélection, à part un thé qui peut être assez répandu, qui vient de l'extrême sud de la Corée du Sud, qui est l'île de Jeju, ça c'est des thés qui sont mieux exportés. Pour le reste de la sélection, on va voir que c'est des thés très spécifiques. Pour ne pas dire confidentiel à l'heure actuelle sur le marché français. On a pris, je crois, les 4 qu'ils avaient à ce moment-là. Oui. Je crois qu'on les a tous pris, spécialement pour cet instant T. Malheureusement, on n'a pas de porcelaine coréenne, on n'a pas de céramique coréenne. De ce que j'ai vu, c'est difficile à trouver, même en regardant. Soit faut taper en coréen, trouver des boutiques, c'est pas facile, qui exportent non plus. Ça me fait toujours très peur aussi de commander de la porcelaine et tout ce qui peut casser, bien sûr. Toujours est-il que bon, on a des choses un peu d'influence coréenne, un peu craquelées, un petit peu colorées. Et puis sinon des choses assez sobres. Alors on va commencer par le premier thé, Jeoncha. Je ne sais pas du tout parler coréen, encore moins le prononcer. En Corée, effectivement, vous allez voir, il y a 3 grands terroirs. On va en aborder que 2, je crois qu'on n'a pas du thé du 3e terroir. Ça, c'est la carte des thés coréens des régions productrices en Corée du Sud. On a 3 grandes régions productrices. D'une part, celle qui est plus ancienne, donc dans le Gyeongsang du Sud, où on va retrouver un mont qui est très important en Corée, le mont Jirisan, qui est un des points culminants de la Corée. C'est pas le plus haut point, mais c'est un des points culminants de la Corée. Le Jirisan est très important dans l'esprit coréen, effectivement surtout dans le sud du pays. Et dans cette région, c'est là que depuis 828 de notre ère, ont été plantés les premiers théiers dont des graines étaient importées de Chine en Corée. Donc effectivement, c'est là que se trouve l'origine du thé coréen. Donc ça, on va le voir sur un des thés, et même plusieurs que nous avons ici dans la sélection. Il y a ensuite le Jeolla du Sud, notamment la ville de Boseong. Et après, on passe sur Jeju. Jeju, c'est vraiment une île, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est vraiment tout au sud, au large, donc au niveau du détroit de Jeju, détroit de Corée, pas loin de la mer du Japon. Voilà, donc ça, c'est 3 régions productrice pour le thé coréen. On s'aperçoit que le nord, là où se situe Séoul, est pas du tout bonne pour la production de thé. C'est trop ardu, c'est trop froid, c'est trop agressif en termes météorologiques pour le thé. De l'extrême nord de la région Gyeongsang, après ça pousse plus le thé. Pas en production en tout cas qui puisse se vendre. On va se concentrer là-dessus, mais vraisemblablement nous que sur Gyeongsang et Jeju, parce que je crois qu'on n'a pas de thé du Jeolla du Sud, malheureusement. Alors sur ce premier thé, le Jeoncha, alors il est organique comme je crois la plupart, si ce n'est tous les thés qu'on a aujourd'hui. Donc il pousse sur Jeju-do, l'île donc de Jeju, et effectivement on l'appelle l'île des dieux. C'est quand même situé à 85 km au sud de la péninsule, bonne traversée pour arriver jusque là. Climat subtropical assez prépondérant, très favorable à la production de thé. Et il y a aussi surtout une terre chargée en cendres volcaniques, parce que Jeju s'est formé avec des éruptions volcaniques. Et il faut savoir qu'il y a justement un volcan immense, c'est le Hallasan. Le volcan Hallasan, c'est celui vraiment qui a forgé, et tous les petits volcans autour, particulièrement l'île, et un petit peu toute sa géographie, sa géologie. Et bien, le terroir octroyé par le Hallasan va donner un goût très particulier au thé, et va venir permettre une très bonne production de thé.
Celui-ci est très spécial, il est assez semblable au thé sencha japonais parce qu'on a une méthode d'étuvage, donc une dessiccation, une fixation du verre de la feuille par étuvage, par passage à la vapeur. Ensuite, il y aura un roulage des feuilles, aussi comme les thés japonais en aiguille. Parmi la sélection, c'est sûrement celui qui s'exporte le mieux. Jeju, il y a tout un côté touristique autour du thé qui s'est développé énormément depuis ces dernières décennies. Alors c'est parti pour ce premier thé. Honneur aux dames, je te laisse regarder les feuilles, je te laisse apprécier. Alors sur le cultivar, on aura d'autant plus ce caractère japonais car on est sur du Yabukita. Donc très certainement des plants de thé qui ont été importés directement du Japon en Yabukita. C'est gourmand. Ok. Et comme tu disais, le façonnage en aiguille. On retrouve bien le façonnage en aiguille. Mais avec un côté un peu plus sauvage, tu vois. Oui, c'est moins fin. C'est moins fin, on a l'impression que les feuilles sont plus longues, plus grandes. Ça me fait presque penser, avec la finesse en moins, mais au Temomicha et ceux qui sont vraiment roulés main au Japon, parce qu'il y a une longueur de feuilles qui est assez exceptionnelle comparée à des sencha pour la plupart au Japon. On peut imaginer que l'étuvage n'a pas été trop fort, parce que les feuilles sont restées plutôt entières, en très belle forme. Il y a ce nez beurré, un gourmand, ah ouais. Alors là, Margot fait confectionner une petite douceur. C'est pas réalisé avec des thés coréens, mais on est quand même sur des notes qui sont similaires, donc ça va être un très bel accord. Ici, des madeleines au matcha organique de cérémonie. Hein. On fait pas ça avec du matcha de pâtisserie, entre guillemets, c'est-à-dire des faux matcha, avec du vrai matcha, d'où la très belle couleur. On va essayer de réaliser cette infusion dans les règles de l'art en faisant au maximum avec les techniques d'infusion, ce qu'on appelle le darie, qui est la cérémonie du thé coréen. Il y a plusieurs appellations, il y a plusieurs courants, bien sûr, ça c'en est un parmi d'autres. Je ne l'ai jamais fait, voilà, ça va être, on va dire, l'entraînement avec vous. Ça se fait avec les baguettes. Donc on va prendre les feuilles de thé aux baguettes. Normalement, 4 pincées, donc normalement 4 passages avec les baguettes. Dans un premier temps, je vais tout de suite ébouillanter un peu la théière. On va pouvoir vider les tasses également qui ont bien été rincées par l'eau chaude avec notre petite tasse test qui permettra de vérifier la couleur de la liqueur, mais on boira tranquillement dans ces petits bols qui, je trouve, ont une petite inspiration un peu coréenne. Je vais pouvoir passer maintenant les feuilles de thé, 4 pincées, nous disions, à l'intérieur de la théière directement. J'ai jamais pris de feuilles de thé avec des baguettes. Ça paraît être une bonne pincée. Donc hop, je referme le couvercle pour faire agir un peu la vapeur. Ensuite on va faire passer l'eau. Alors là j'ai une eau qui est aux alentours de 80 degrés. Je vais la faire baisser un petit peu. On s'en passer l'air de temps. Déjà la vapeur va faire ressortir, je trouve, côté marin typiquement japonais. Oui. Voilà, c'est très agréable. Ça donne vraiment envie. Un petit fond gourmand quand même. Oui. Ah ouais, vraiment, ça fait très gourmand. C'est pour ça que je pensais tout de suite au madeleine. Ça donne envie de manger les madeleines. Ouais, ça va vraiment être un bel accord, je pense. Typiquement le chocolat blanc que tu retrouves dans beaucoup de thé japonais. Et alors, sur le temps d'infusion, 2-3 minutes. Multiples infusions possibles, on n'en fera qu'une seule. 2 minutes. Donc là, je pense qu'on a une bonne température. Elles prennent bien leur temps pour s'ouvrir, ces petites aiguilles. Alors, la petite tasse témoin qui nous permet de voir que c'est une couleur très claire, hein, vraiment presque couleur jasmin. Il y a un côté vraiment infusion de jasmin blanc, quoi. Il y a des petites particules. Oui, voilà, c'est assez limpide. Voilà, c'est très limpide, mais il y a des particules en suspension. Ça, c'est sûrement l'étuvage. Voire même du duvet, parce qu'on était sur une assez belle récolte, je crois. Ouais, seconde flush quand même, qu'on appelle en Corée, si je ne m'abuse, la seconde flush, c'est la Sejak. Ça, c'est la seconde récolte de printemps. Et ça adoucit l'odeur. Ouais. Bah là, je l'ai fait vraiment, j'espère, entre gros guillemets, dans les règles de l'art. Donc normalement il devrait être pas mal du tout. Oui, l'odeur est très douce. Il n'y a pas ce côté marin. On est dans le gourmand, il y a un côté pâte de pâtisserie crue. Avec le petit côté sucré derrière, on va pouvoir goûter ça.
Il y a une onctuosité. Une onctuosité et vraiment, il y a de la texture aussi. C'est parfait pour un thé. Ah ouais, c'est très bien ça. Et c'est vrai qu'il y a de la consistance. Ouais, vraiment de la texture. Alors en ataxie, j'ai un petit côté marin, mais vraiment pas le marin puissant qui peut un peu écurer. Le marin très subtil, des végétaux de mer qui sont pas trop expressifs, tout en finesse. Et derrière, t'as toute la consistance, ce côté un petit peu sucré avec la texture, et aussi en même temps garde ce côté pâtissier, gourmand, savoureux. Il y a presque de l'umami. C'est un peu différent de l'umami, mais on flirte avec l'umami. Un umami assez léger Ouais. et avec ce côté sucré. Ce qu'on appellerait du coup, au niveau des saveurs au Japon, amami en fait. Je sais pas comment on dit ça en coréen, me tapez pas. S'il y en a qui savent, marquez-le dans les commentaires. Et bah excellent ce premier thé. Et très bon. Je te propose de démarrer. Oh oui. Voilà, les madeleines. On peut les couper en deux peut-être, comme on a donc 2 thés verts encore. Si je prends la plus grosse partie, ça me va. Voilà. Donc là on a encore le bout du thé normalement. Et tu les avais vraiment très bien réussi, on sent bien le matcha. Je vais pas me vanter, mais je suis très fière. Franchement, avec le thé, super bon. Elle pourrait se vanter, franchement. Ça va être très bien avec le thé. Et on se prendra la deuxième avec le deuxième thé qui arrive donc tout de suite. On part sur ce deuxième thé. Donc ça sera celui qui a été baptisé par Artefact comme Sejak. Et effectivement, on l'a vu juste avant, Sejak, c'est une deuxième récolte. Donc début mai. On peut peut-être imaginer que celui d'avant était pas forcément un Sejak, mais plus un Jongjak, ce qu'on appelle la fin de printemps. Donc il n'y avait pas de... C'était écrit seconde flush. Souvent la seconde flush, c'est considéré comme la récolte plutôt d'été. À Artefact de nous dire, s'il voit cette vidéo, si effectivement le Jeju Jeoncha était plutôt une récolte de printemps ou d'été. En tout cas là, le nom ne trompe pas, c'est un Sejak, donc seconde récolte de printemps. Ça a l'air d'être un très beau thé. Et là on quitte complètement la région de Jeju, on revient sur la péninsule, où là on est vraiment dans ce qu'on appelle le Gyeongsang, et plus particulièrement Hadong. Donc tout autour du Jilisan. Donc celui-ci, c'est la Dosim Tea Farm. Alors ça c'est super, bravo à Artefact de sourcer les thés comme ça, de marquer les farmers, les plantations de thé, d'être aussi transparent. Félicitations à vous. Vous êtes parmi les seuls à le faire. Ce qu'on appelle la vallée de Kyagwae, où se trouve du coup donc le Jilisan. C'est vraiment le berceau du thé coréen. Alors on a en beaucoup plus petite quantité, on peut imaginer qu'il est beaucoup plus précieux. Oh là là, ça n'a rien à voir. Un autre monde s'ouvre à nous. Déjà visuellement les feuilles, Rien à voir. Bon, j'ai vidé, vous voyez, on n'a pas beaucoup. Dans le sachet, je ne sais plus combien de grammes c'est. Elles sont torsadées. 15 grammes seulement. Torsadées Ouais. les feuilles. Elles sont torsadées, donc on peut imaginer, et j'ai la confirmation sur le paquet, c'est une dessiccation à la chinoise, donc au wok. Tout à l'heure, on était sur les notes herbacées et iodées, le frais, le végétal. Là, on est vraiment plus, il semblerait, moi j'ai senti effectivement la noisette et l'asperge. Oui, c'est très différent de tout à l'heure. Ouais, Et ça donne très très différent. aussi. Plutôt les légumes et effectivement les fruits à coque. C'est souvent ce qui ressort quand on tue le verre, comme disent les Chinois, avec les torréfactions, les cuissons au wok. Oui, c'est ce qui ressort. Ouais, ça a l'air superbe, ça, je pense que ça va beaucoup me plaire. Le goût devrait être sucré et végétal apparemment. Et il faut savoir que, bon, ce qui explique aussi la rareté et le prix de ce thé, la petite quantité là, vous voyez qu'on a, c'est notamment le fait qu'il y a un procédé bien particulier. Ce qui nous est dit, c'est que c'est seulement des petites quantités de feuilles qui, à la main, sont cuites dans des grandes poêles, 5 à 8 fois, 5 à 8 étapes de cuisson. Donc effectivement, c'est un procédé énorme. Ces feuilles proviendraient de théiers semi-sauvages. Donc c'est vrai qu'en fait, comme il y a des théiers très anciens dans cette région de Corée, c'est bien l'une des seules régions de Corée où il y aurait des théiers aussi anciens, eh bien on va chercher aussi sur des théiers qu'on dit semi-sauvages, parce qu'ils n'ont pas poussé d'eux-mêmes non plus, même si ça fait très longtemps, ils ont quand même été introduits par les hommes,
et ils sont plus ou moins, on va dire, entretenus par les hommes, mais ils poussent quand même dans la nature. Ils sont pas comme dans des jardins vraiment délimités. Ils sont au milieu des forêts. C'est ça qu'on appelle semi-sauvage. Comme c'est des plants de théier très anciens, on parle vraiment d'un cultivar particulier, donc le cultivar Hadong, qui vient de cette région seulement, et qui vient de ces théiers qui ont été importés de Chine il y a très très longtemps. Millésime doux et végétal. Voilà, ça se boit comme un vin, comme une liqueur. Eh ben, on va goûter ça. Là, on l'infuse un peu plus chaud, forcément, puisqu'on est sur une torréfaction chinoise, une dessiccation sèche. C'est très différent au niveau du comportement des feuilles. Mais il y avait un proverbe coréen comme ça, qui dit que les Japonais, ils sont plus sur la couleur, je crois les Chinois sur la forme, et les Coréens sur le goût. Donc bon, c'est une sorte de publicité, mais c'est marrant. La vision que j'ai toujours eue du thé coréen, sur les quelques fois où j'en avais bu avant, c'est notamment que tu te retrouvais vraiment entre deux, quoi. Tu avais vraiment l'impression que la culture du thé avait été influencée par ces deux pôles qui étaient la Chine et le Japon. Et que tu avais comme ça ces deux influences-là. Donc en fait, tu as l'impression que c'était des thés où tu retrouvais les deux à la fois. Et de fait, il existe des thés, je ne sais pas si un des thés qu'on déguste aujourd'hui est concerné par ça, mais il existe des thés qui bénéficient des deux types de stabilisation. C'est-à-dire que d'abord, on va les passer à la vapeur et après, hop, on va les passer au wok. Une influence japonaise sur le fait de garder le verre, mais derrière, on va quand même transformer la feuille à la chinoise. Donc ils sont vraiment entre deux, quoi. Comme au niveau géographique en fait. Voilà, aussi au niveau géographique, ils ont souffert malheureusement. Le génie coréen, c'est de pouvoir puiser des deux. C'est pas qu'ils n'ont pas de personnalité, c'est qu'eux, ils savent prendre le meilleur de chaque. De toute façon, chaque pays a des inspirations. Voilà, exactement. Les Japonais, les premiers. Alors, des petites pincées comme ça. 1, 2, 3. Donc là, j'ai réchauffé à peu près à 90. Quand on est habitué au thé japonais, certains peuvent être très expressifs au niveau de la couleur. Et c'est ce que disait le proverbe, c'est que les Japonais étaient beaucoup sur la couleur du thé. Regardez quand c'est limpide et très très clair, comme tout à l'heure. Oui, c'est vraiment le même aspect de la liqueur. Et encore moins de particules, mais alors au niveau du parfum ça n'a rien à voir. Là ça me fait beaucoup plus penser au thé chinois justement. Et là je sens plus le côté vert. Ah ouais? Oui, que tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, ça n'a rien à voir du tout. Mais c'est très appréciable. Il y a effectivement une attaque un peu sucrée, mais derrière il y a quelque chose de... T'évoquais le salé, on n'est pas loin de ça. Ah bah moi je sens les légumes verts un peu. Ouais, il y a un côté haricot vert. Il y a vraiment un côté haricot vert. Je parlais d'asperges aussi tout à l'heure. Et pareil, c'est assez consistant aussi. Ça, je pense que c'est la finesse des récoltes qui va vraiment... C'est toujours ce duvet, c'est vraiment les bourgeons, quoi. T'as vraiment beaucoup de texture. Et il est excellent aussi, il est très agréable, très doux. Et très bon aussi. Avec un repas salé, comparé à tout à l'heure où c'était avec un repas sucré, là ce serait plus du salé. Comme on sent un peu des haricots verts, peut-être avec du poisson. Ouais, poisson et légumes vapeur, ça ira bien. Il est très bien aussi celui-là. Et alors tu vois, au nez par contre, j'ai l'impression que le côté rôti, torréfié est resté dans les feuilles, tu vois. Alors peut-être que sur une deuxième infusion où tu pousses la température, t'arrives plus à capter ça, ouais. Là c'est resté dans la théière. Alors on va passer sur quelque chose de très différent pour le troisième thé. C'est effectivement un thé à part. Ils appellent ça les baryo-cha en Corée. C'est une oxydation plus ou moins partielle. C'est presque totalement oxydé, plus ou moins du oolong coréen. C'est propre à cette région et c'est entre le thé oolong et le thé noir. Souvent les thés oolong, même fortement oxydés, vont pas aussi haut dans le pourcentage d'oxydation. Donc on passe sur quelque chose de très différent qui sera plus de ton domaine. Habituellement, tu es vraiment cliente de ça. On est toujours dans la région Gyeongsang et plus particulièrement à Hadong, dans la vallée de Hwagai. Oh là là, ah oui, je crois qu'on l'avait goûté celui-là. Ah ouais, je me souviens de celui-là. Il sentait la nougatine. Oh là là, oui. Oui. Tu te souviens? Je m'en souviens très très bien. Alors là, mon seul regret, c'est de n'avoir que 15 grammes à nouveau. Que 15 grammes. Alors là, c'est la gourmandise à l'état pur. Ah ouais. C'est superbe. C'est vraiment, ça sent vraiment la cacahuète, la nougatine, vraiment.
Là, c'est exceptionnel. Et derrière, il y a un nez fruité. J'ai l'impression d'avoir une barre de céréales. Mais la note de tête, c'est clairement les fruits secs, les fruits à coque. Et vraiment, de prime abord, c'est la cacahuète. Là, on a des super thés. Hein. Ah là, c'est une sélection exceptionnelle. Vraiment, on a beaucoup de chance. Donc, ils attendaient patiemment l'été qu'on puisse faire cette petite session. Au niveau des paramètres d'infusion, 2-3 minutes cette fois, bien sûr. Très proche du thé noir, donc ça ressemble beaucoup. Alors, cette fois-ci, il est produit par Kim Jong-yeol of Bulsanggol Dawan Farm. Une très très belle transparence au niveau du sourcing. Et effectivement, on est sur le même cultivar, le cultivar Hadong, donc de ces théiers très anciens autour du mont Jili. L'odeur du coucher de soleil, Noil Kyongki. Oh, c'est terrible la prononciation, c'est terrible. L'odeur du coucher de soleil. Ouais. Et bah on est en plein dedans. Ouais, c'est clair qu'on est en plein dedans, c'est parfait. Ça pouvait pas mieux tomber. Kim Jong-yeol est un des meilleurs producteurs de cette région. Il vient de remporter le plus prestigieux prix pour une compétition de thé en Corée du Sud. Toute cette zone est certifiée biologique et chaque feuille est cueillie, oxydée et poêlée à la main. Le résultat est un sublime thé aromatique aux saveurs de chocolat, noisettes et fruits secs. Moi j'étais plus sur la cacahuète, effectivement, mais on est dans cet esprit-là. Note de noisettes et raisins secs j'avais senti aussi. Côté fruits secs, goût fruité et chocolaté, ça on le verra tout de suite. Et noisettes. Donc noisettes, ça ira très très bien. Ça ira très bien avec la deuxième pâtisserie, qui est sur une base de poudre de hojicha. Accompagnée de ces petites noisettes. Voilà, noisettes grillées. Mais déjà, là le chocolaté on ressort bien. Oh, un brownie au chocolat. Ah ouais, vraiment brownie, où tu as ces fruits à coque noix noisette dans la pâte à brownie. Mais alors, avec ça, ça va être mortel, je pense. L'association entre ce muffin hojicha noisette et ce thé magnifique, le Noil Kyongki Pariocha. En tout cas, c'est très riche. Hein. Cette palette aromatique sur les thés de Corée, c'est insoupçonné, je dirais. Oui. Malheureusement, tellement c'est pas exporté et pas connu en Occident. Et même en Corée, je connais pas mal de gens qui vivent en Corée du Sud et tout ça. Pour avoir des informations sur le thé, c'est pas évident, c'est peu documenté. Notamment tous les gens qui sont plus dans le nord du pays, il y a beaucoup moins la culture du thé. Il y a beaucoup de café, beaucoup d'influence occidentale qui est croissante. Heureusement, le thé coréen a été sauvé à partir des années 50-60, il y a eu un regain d'intérêt. Une fois que le temps et l'eau avaient un peu coulé sous les ponts après l'invasion, la deuxième invasion japonaise, pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, après c'est revenu. Et, pendant un temps, le thé avait été aussi affilié au régime on va dire impérialiste japonais, notamment à Jeju. Il y a beaucoup de plantations qui avaient été repensées et recréées suivant les méthodes japonaises pour pouvoir donner du thé aux occupants, aux militaires japonais, malheureusement. Donc il y a eu ce traumatisme-là pour la Corée et le thé coréen s'est réinventé, s'est retrouvé quelque part par la suite dans les années 60 et ça a suivi derrière, heureusement. Déjà la couleur est plus dorée, moins claire. Ouais, oui, il y a vraiment l'oxydation qui est passée par là. Des feuilles bien sombres, hein. Je pense que l'oxydation doit être à quelque chose comme 80%, voire plus. Comme tu disais alors, la liqueur, effectivement, ambré mais encore assez clair, un ambre très jaune en fait. Un beau doré, légèrement foncé. Alors moi ce qui me vient de prime abord c'est un côté minéral, j'ai l'impression d'avoir de la roche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du sable, tout ce côté vraiment... Si, là je ressens. Le côté gourmand est encore là. Ouais, la fève de cacao. Ouais. Et le goût dans la suite, dans le palais qui se développe, il y a le côté maltais qui fait penser un peu au céréales et derrière il y a du fruité je trouve. Oui. Mais moins que ce qu'on percevait, qui était plus les fruits à coque, je trouve qu'on le retrouve moins là. Une légère pointe au début, j'ai un côté noix de cajou, mais derrière c'est vraiment le fruité pour moi qui l'emporte. Un peu comme l'été de Ceylan, il y a cette longueur, cette profondeur, ce côté vraiment ample et chaleureux. J'ai le chocolat et fruité, ça vient au fur et à mesure. Voilà, qu'est-ce qu'il est agréable.
Ça se voit tout seul. Ah ouais. C'est un thé chaleureux. Je sais que vous buvez ça avant que des cordes s'abattent dehors. Et on va pouvoir associer ça avec les muffins. Ah oui, parce qu'on a de la crème anglaise. Et oui, alors, on va pas faire les choses à moitié. Déjà, sans crème anglaise, c'est très bon. Je prends un petit morceau avec la noisette grillée dessus. Ça va bien avec le thé, c'est réconfortant, c'est chaleureux. Ça fait ressortir d'autres choses. Je trouve que ça fait ressortir le chocolat. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le chocolat et le côté fruit à coque aussi. J'aime bien un petit peu de crème anglaise. Allez, on la sort. C'est bien le seul truc qui n'est pas fait maison. Oui. Allez, j'y vais aussi. Et avec la crème anglaise, c'est mortel. Ça se Faut dire mélange ce qu'il y a. très bien. Ça passe crème, qu'elle veut dire. Et une nouvelle fois, là, j'ai l'impression que les fruits à coque sont du côté Ça brut du ressort. chocolat et bien resté dans les feuilles. Donc, deuxième infusion aurait été intéressante aussi. C'est vrai. Quatrième et dernier thé, le Hongcha, j'imagine que ça veut dire thé noir, donc toujours de la région de Hadong. Là, on est sur quelque chose qui est, en termes de famille de thé plus connue, on est vraiment sur un thé noir 100% d'oxydation. Ferme Jukro Tea Farm, qui est une ferme assez connue aussi de thé. C'est toujours sur du 25 grammes cette fois, mais c'est pas des grandes quantités. Pour ce dernier thé, qui je pense va être assez phénoménal aussi. Alors, je trouve qu'il y a un côté assez similaire, mais encore plus fort sur ce côté fruit à coque torréfié. Beaucoup plus fort. Ça sent super bon. Là, l'odeur, elle est vraiment très forte. Le maître de thé Cho Yun Seok et sa famille ont cultivé leur thé au cœur d'une forêt de bambou entourée par les montagnes de Jilisan, à nouveau, le fameux, et irrigué par l'eau pure de la rivière Seumjim pendant 5 décennies. Il perpétue les traditions commencées il y a plus de 1000 ans et transmises par des moines des monastères dans la région. Il faut savoir effectivement que cette culture ancestrale du thé, cette culture très ancienne qui a 1000 ans en Corée, s'est perpétrée notamment au travers de la religion bouddhiste qui a été persécutée pendant une grande partie de l'histoire de Corée. Ce bouddhisme-là qui s'est réfugié un peu dans le sud du pays et qui a été de moins en moins influence dans le nord, qui était perçu comme une religion qui venait de l'extérieur. Dès qu'il y a eu le confucianisme et cette espèce de distance faite avec les religions anciennes, le bouddhisme a été vraiment persécuté. Donc le thé, qui faisait vraiment partie de cette vie du bouddhisme, a été aussi oublié. On a gardé ces traditions auprès de certaines familles depuis très longtemps. Heureusement, ça a été sauvegardé. Merveilleux bouquet gourmand, note de chocolat noir, de framboise et finale de noisettes. Voilà, donc on va goûter ça. La récolte est de début mai. On est sur des belles récoltes à chaque fois, en milieu ou fin de printemps. Le cultivar, c'est toujours le Hadong, le fameux. C'est théier ancien. Là, on est sur une infusion de 4-5 minutes. On est vraiment sur un thé noir qui prend son temps. Et pour résumer, au niveau de la classification des thés, on a le Wojeon, c'est le thé avant la pluie, ça désigne la période solaire précédant le 20 avril, que les Chinois appellent Qingming, qui marque l'entrée dans le printemps. Ça, c'est les types de thé qui sont récoltés avec un bourgeon, une feuille, donc cueillette impériale, c'est les plus prestigieux en Corée. Ensuite, on a les sejak, donc au moins un voire deux des thés qu'on a bu en thé vert tout à l'heure. Petite taille, mot à mot, c'est la deuxième cueillette de printemps, entre le 20 avril et le 5 mai. Jongjak, donc là c'est taille moyenne, là on est plutôt sur une semi-fine avec la cueillette de fin de printemps. Et le Daejak, la grande taille, donc ça c'est la cueillette du reste de l'été, une cueillette estivale. Et le thé va être prêt. Ok. 30 secondes. Là c'est vraiment ambre pour le coup, plus foncé que tout à l'heure. Une oxydation à 100%, mais sur du thé noir. Évidemment. Voilà. Le côté torréfaction Oui, c'est plus boisé. sort plus, ouais, boisé. Ouais, super. Attaque de bois sec torréfié, quoi. Vraiment le côté bûche. On retrouve ce côté chaleureux, C'est vrai qu'il est fort du coup. acétanique, légère astringence, mais vraiment zéro amertume. Ah oui, super. C'est très agréable. Ouais. Et
Et c'est aussi un thé issu donc de thé semi-sauvage. On est toujours sur cette plantation. Chukra, des grands maîtres de plusieurs générations. Elle est vraiment exceptionnelle celui-là. Et là avec la petite crème anglaise, ça fait ressortir un côté très très agréable. Côté un peu maltais, Oui. C'est gourmand. Ça se mélange bien. Je me demande si c'est pas mon préféré. Moi je crois que c'est quand même le premier mon préféré. Ah ouais? Vous vous rendez compte? On vient de boire un thé noir et tu préfères quand même un thé vert. Il vient de se passer un truc là. Margot est en train de se transformer. C'est un déclic. Elle qui détestait les thés verts à la base, là il y a un truc en train de se passer, c'est historique, Monsieur Curiosity. Je rentre officiellement dans l'histoire ce soir. Ah ouais, non là vraiment, il y a une transition là qui a été faite, qui est assez exceptionnelle. Non mais c'est vraiment des très bons thés. Et en fin de compte, moi je suis novice dans le domaine du thé. Et plus on en boit, plus on développe ses sens et on développe le goût. En fin de compte, j'étais très réticente au thé vert. Et maintenant, je commence à aimer ça aussi. En fait, c'est suivant les a priori qu'on a, nos croyances en fait. Puis le palais s'habitue aussi à des nouveaux goûts, s'éduque. C'est vraiment ça. Il faut continuer à boire du thé et s'ouvrir aux différents goûts. Et pas que du thé d'ailleurs. Soyez curieux dans tous les domaines, nous bien sûr, on parle du thé. Mais voilà, plus on est curieux, plus on goûte et même regoute des choses. Parfois il y a des choses qu'on n'aimait pas avant et puis en les regoûtant, on aime ça maintenant. Et selon comment on les associe, aussi. Selon les moments de la journée, selon... À quel moment de votre vie, tel ou tel instant. C'est l'instant T qui définit aussi comment on va apprécier un produit. C'est ça. Donc voilà. Le thé, il nous accompagne. Il a un sens à chaque fois différent. Il apporte quelque chose. Pour terminer cette dégustation magnifique, énormément de plaisir et de satisfaction, je voulais du coup sortir cette fameuse phrase que j'essayais de trouver tout à l'heure. Les Chinois se concentrent sur l'arôme, les Japonais sur la couleur, les Coréens sur le goût. Voilà, merci la Corée, merci Artefact pour ce superbe sourcing. Merci à vous d'avoir écouté et regardé cet instant T. Ce concept qu'on continuera dans la durée car il nous plaît énormément. Et d'ici là, à très bientôt. Portez-vous bien, beaucoup de vidéos continuent de sortir et continueront à sortir. Il y a plein de choses qui nous attendent, qui vous attendent. Et merci encore pour toute votre curiosité, sans cesse renouvelée. Ciao. À bientôt, merci. Merci.